Bonjour à vous tous les fidèles de son rival, vous qui nous suivez à travers www.nouslescombattants.com, vous qui nous suivez à travers des différents websites, à travers des YouTube, ainsi qu'à travers des DVD. Toujours à Johannesburg, là où nous habitons, nous allons recevoir un activiste des droits de l'homme. Il vient de très loin, il vient de l'Europe. Avec lui, nous allons pouvoir nous entretenir à propos de tout sauf de rien. Quand je dis de tout, c'est-à-dire de l'actualité politique de chez nous. Et sa présence est justifiée par quoi? Je ne sais pas ce qu'il est venu chercher ici en Afrique du Sud. Il s'agit de Paul Sapou. Paul Sapou de FDIH. Il est secrétaire général de ces mouvements des droits de l'homme. Alors, pas trop de commentaires. Je salue d'abord la présence de l'activiste des droits de l'homme. Bonjour. Bonjour, M. Pascal Bakoli. Juste une brève présentation de votre part. Peut-être que je l'ai mal faite. Bon, je réponds au nom de Paul Sapou. Je suis d'origine de la RDC, d'origine congolaise. La RDC dans mon pays d'origine, où je continue à militer pour l'émergence d'un État de droit, d'un État, si vous voulez, un État où il y a la démocratie. Donc je suis, pour ceux qui peuvent s'en souvenir, je suis de la génération de militants des droits de l'homme, de la génération de Floribert Chebeya, tant d'autres militants des droits de l'homme. Mais j'opère actuellement au niveau de l'Europe, où je suis, comme vous l'avez dit, secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, en sigle, qui pratiquement couvre près est constitué près de 178 organisations, membres et affiliés à travers le monde. Un mouvement de droits de l'homme qui couvre presque le monde entier en ce qui concerne les questions des droits de l'homme. Et ici en Afrique du Sud, il y a pratiquement des organisations avec lesquelles nous sommes en partenariat. Et nous avons aussi une ligue affiliée, une ligue membre qui est la Lawyers for Human Rights, qui est basée à Pretoria. Ok, merci beaucoup. Vous êtes à Johannesburg pour raison de vacances, tourisme, ou c'est dans le cadre de votre métier? Je conduis une délégation, mais pour le besoin de la cause, c'est moi qui vais pratiquement animer avec vous cette émission, cette interview que vous m'avez demandé. Donc je suis ici dans le cadre des activités de notre organisation, si vous voulez, la FIDH. Et c'est à la suite de beaucoup de demandes que nous avons enregistrées, beaucoup de doléances que nous avons enregistrées, qui viennent de certains pays africains qui sont en difficulté, de pays qui sont en situation fermée, de pays qui traversent des dictatures. Et parmi ces pays, il y a la République démocratique du Congo, mon pays bien sûr, et dont le ressortissant passe des moments difficiles, même ici dans un pays que l'on considère comme un pays qui est sorti des affres d'une autre dictature, mais de l'époque que l'on a nommée, que l'on appelait l'apartheid. Voilà pourquoi je suis ici pour répondre aux doléances, aux plaintes de mes compatriotes qui constituent, qui sont là, une grande communauté congolaise ici en Afrique du Sud. Je suis venu pour évaluer avec des partenaires la possibilité de pouvoir travailler à toutes les questions, je dis bien, liées aux droits de l'homme, liées aux droits civils et politiques, liées à tout le droit que l'on peut imaginer de personnes qui n'en ont pas, de par le fait que l'on constate que l'Afrique du Sud est un pays dans lequel beaucoup de communautés se réfugient lorsqu'elles ont
de problèmes. Je suis venu ici aussi pour voir la possibilité, et c'est déjà acquis, d'ouverture d'un bureau de la Fédération internationale de droits de l'homme, de la FIDH. Voilà pourquoi je viens, j'ai essayé de voir quelques compatriotes congolais qui ont choisi cette terre, soit pour se protéger, soit pour le business, mais qui sont confrontés à des difficultés de tous ordres, hein, causées par le fait que tout ce que nous vivons, à cause de l'absence de la démocratie chez nous, à cause de l'absence d'un état de droit, et les autorités pourchassent ces compatriotes, même ici à l'étranger. Donc je suis venu pour aussi voir cette situation et l'examiner de plus près et pouvoir intervenir dans la mesure du possible. Merci beaucoup, M. Paul Saf, originaire de la RDC. Alors, vous savez, quand on rencontre un professeur dans la rue et que ce professeur se présente comme étant un professeur qui donne cours au collège Sonankulu dans les Bas-Congo, là où j'ai étudié à l'internat, et que 2 jours plus tard, on rencontre un élève du collège Sonankulu et que cet élève n'est pas à la hauteur de son niveau. Il ne sait pas parler français, il ne sait pas 10 plus 10 égale combien, et il ne sait rien. Dis-moi, la honte sera attribuée à qui? À l'élève ou au professeur? Aux deux peut-être. Et vous, vous êtes un activiste des droits de l'homme congolais d'origine. Tandis qu'au Congo, il n'y a pas vraiment un état de droit. Au Congo, on tue, au Congo, on viole, pendant que vous, activistes de très haut niveau, vous êtes là, mais j'ai comme l'impression, vous ne faites rien à ces points. Bon, apparemment, vous avez l'impression que les activistes, les militants des droits de l'homme ne font rien, mais cette catégorie de vos compatriotes font beaucoup de choses qui parfois, à cause d'une certaine situation de médias qui sont récupérés chez nous, au Congo ou ailleurs, on a l'impression que cette catégorie de personnes qui se sont dévouées pour la promotion et la défense des droits de l'homme sont là peut-être à tourner les pouces. Mais je dois vous avouer aussi que la protection de l'homme et de ses biens, la protection des personnes et des biens est du devoir, si vous voulez, de l'obligation de l'État. Mais lorsque l'État faillit, et là, dans des situations fermées où il y a la dictature, comme je le disais, c'est la protection des valeurs des dignités humaines devient l'affaire de chaque être vivant, de chaque homme, chaque femme. Et là, il faut trouver une méthodologie qui pourra permettre à cet homme, cette femme, de pouvoir défendre ses droits. Malheureusement, encore une fois, compte tenu du contexte, c'est difficile d'appréhender le travail que font les activistes de droits de l'homme dans un contexte difficile où il manque de tout pratiquement. Mais pour revenir au travail que nous essayons de faire, il faut vous dire que nous avons beaucoup travaillé, par exemple, pour apporter les éléments d'information liés aux violations massives de droits de l'homme dans notre pays, la République démocratique du Congo, à l'opinion nationale, si c'est possible, et surtout internationale. Je dois vous avouer, par exemple, que le rapport Mapping, dont on a tant parlé, et qui se trouve être un document très détaillé et qui démontre la tragédie que vivent les populations dans la sous-région des lacs et des Grands Lacs, en général et en particulier la République démocratique du Congo. Ce rapport a été le fruit d'un travail minutieusement réuni et qui a été, disons, validé
récupérés par les systèmes des Nations Unies. Et je dois vous avouer que Scott Campbell, que l'on a renvoyé, puisqu'il a sorti un rapport sur l'opération Likofi, Scott Campbell est parmi ces personnes qui ont travaillé jour et nuit avec nous pour que le rapport mapping soit une réalité. Et ce rapport n'épargne pas les décideurs congolais, les décideurs rwandais, les décideurs burundais ou ougandais. Si vous voyez ce document-là, c'est une richesse, c'est un document historique qui pourra rattraper tous les auteurs de toutes les violations, toutes ces violences qui sont commises sur les populations civiles, les populations de pays de la sous-région de Grand Lac. Je dois aussi vous avouer que la plupart des cas de violations qui font, si vous voulez, la une, sont le fruit, si vous voulez, du travail des activistes de droits de l'homme congolais, mais à travers une stratégie de communication spécifique pour se protéger elles-mêmes aussi, puisque les activistes n'ont que leur tête, leur stylo et leur technique d'observation des violations massives des droits de l'homme dans notre pays, qui du reste est un pays, il faut l'avouer, est un pays où règne la dictature depuis de très très longues années, et le régime actuellement, c'est un régime autoritaire, c'est un régime dictatorial. Et pour vous dire encore combien nous travaillons, c'est grâce aux organisations des droits de l'homme que le massacre qui sont commis chez nous sont dénoncés, décriés. Aujourd'hui, on peut beau parler de massacres de bombes. Mais l'auteur de ces massacres circule. Mais attendez, là c'est un autre problème. Ne fût-ce que dénoncer, c'est déjà un travail. Récolter les informations, c'est déjà un grand travail qui demande parfois un bénévolat, puisque ces activistes-là ne sont pas payés, rémunérés par aucun État, aucune organisation internationale, si ce n'est parfois que faciliter le travail autrement avec du matériel rudimentaire. Alors, quant à dire maintenant, bon, j'aimerais boucler le chapitre de massacres qui se commettent, que nous avons dénoncés. Il y a donc le massacre Bunduki à Congo, il y a le dernier massacre qu'il y a eu, le 30 décembre 2013 de disciples ou, si vous voulez, des adhérents de l'église de Paul-Joseph Mukungubila. Il y a tous les massacres qui se commettent à l'est du pays, donc avec nos collègues activistes de droits de l'homme qui sont là sur place, nous essayons de documenter, de renseigner, etc. Avec nos partenaires du Nord, nous essayons d'amplifier, si vous voulez, l'information, médiatiser, etc. C'est comme ça qu'on en parle. La MONUSCO n'est pas présente tout le temps sur terrain. C'est grâce aux informations qui sont fournies avec de détails près que tout ce qu'on dénonce en termes de massacre des populations à l'est du pays et même à l'ouest du pays, c'est grâce à ce travail-là qu'aujourd'hui le monde peut se dire « Ah tiens, là-bas il y a eu violation des droits de l'homme, etc. » Dernièrement, on parle tant du dossier Chebeya, etc., dont nous allons peut-être y revenir et revenir aussi sur le massacre de disciples de Paul Mukungubila, puisque c'est l'un des dossiers que nous essayons de traiter à partir de l'Afrique du Sud. Ok, merci, je crois qu'on va vraiment y revenir. D'après les dernières informations qu'on a reçues, il n'y a même pas 3-4 mois, à Lubumbashi, qu'est-ce qui s'était passé dans une des églises? Un pasteur disait la vérité, pour ne pas dire qu'il est contre M. Kanambe. Il disait la vérité à propos de la politique de chez nous. Et tous les gens de l'ANR sont entrés en réunion. Et pendant qu'il y avait veillé dans cette église, les policiers sont entrés. Ils ont tué tout le monde. S'il vous plaît, heureusement que le pasteur était absent ces jours-là. Ils ont tué tout le monde. Ils ont pris les corps, ils sont allés déposer, je ne sais pas, à la morgue, ou
dans une des rivières. Alors, l'information qu'on a reçue, on l'a reçue d'un des fidèles de cette église. Et personne n'en parle. Personne n'a crié là-dessus. Et tous les Katangais ont gardé silence. Je ne sais pas pourquoi. On va y revenir. C'est-à-dire, Kanambe tue, il continue à tuer, il est à l'aise. Quand bien même il a tué un bas au bas des droits de l'homme, Monsieur Floribert Tchébéa. Pourriez-vous nous dire la vraie version de la mort de Tchébéa? C'était comment? Bon, il n'y a que la justice qui pourra nous fournir plus de détails, plus d'éléments sur cette mort. Mais n'empêche, nos enquêtes citoyennes nous ont permis de reconstituer le pan, si vous voulez, les péripéties de cet odieux, ce double assassinat pour lequel aujourd'hui nous sommes encore plus mobilisés, plus motivés, pour que les auteurs de ce double assassinat de notre collègue Floribert Tchébéa et Fidèle Bazana soient déférés devant la justice et soient condamnés, et que les victimes que nous sommes, en commençant par les familles biologiques de nos deux compatriotes, soient réhabilitées moralement sur le plan de la justice, et qu'en sais-je encore. Alors, ce qui s'était passé, c'est simple, hein, pour faire court, puisque nous avons réuni au moins près de 500 pages d'enquête, et nous savons qui est au courant, qui a été informé dans la classe dirigeante en RDC, y compris celui qui a la charge de conduire, de tenir les rênes du pays, que l'on appelle le chef de l'État actuel, qui a été réélu dans des conditions que nous déplorons et pour lesquelles nous avons dénoncé une grande fraude, une grande tricherie électorale qui a tout entaché. Ça, c'est un autre problème. Mais alors, j'ai voulu parler de Joseph Kabila pour ceux qui les soutiennent et ceux qui connaissent sa vraie histoire parlent de Kanambe. Alors, nous sommes au courant des faits et gestes et même des paroles, des instructions qu'il avait données pour neutraliser notre collègue Floribert Tchébéa. Et qui dit neutraliser, qui dit torturer, la torture c'est synonyme de torturer même jusqu'à donner la mort. Et tout le monde qui a participé à cet assassinat, ce double assassinat. Alors, Tchébéa a été invité à un rendez-vous de travail au bureau de John Nombi, qui à l'époque était le responsable numéro 1 de la police nationale. Un appât bien organisé avec celui qui est en prison actuellement, le colonel Daniel Moukaraï, qui était le numéro 2, si vous voulez, le numéro 3 de la police, puisque le numéro 2 c'est celui qui est maintenant titulaire. Non, Bisengimana. Alors, Mbanza Moukalaï avait, Daniel Moukalaï plutôt, avait donné des informations selon lesquelles Tchébéa se rendrait au siège de la police nationale en jeep, en véhicule qu'on appelle le jeep Rava 4. Alors, qu'on devait absolument l'apercevoir ou le prendre, le kidnapper pendant le parcours de son bureau en route par un commando, le commando dirigé par Christian Ngoyi Kenga, qui est au fait le commandant du bataillon Simba, toujours le fameux bataillon qui avait massacré des populations à Bundu dia Congo et d'autres massacres, etc. Alors, Christian Ngoyi Kenga l'attendait sur, je ne sais pas moi, la route vers Sosimat ou quelque chose comme ça, ceux qui peuvent se souvenir. C'est sur ce trajet-là
que le guet-apens était tendu à Chebeya. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, pour eux, Chebeya était sorti en voiture Mazda, petite voiture Mazda. C'est comme ça qu'il a dû échapper. Qu'on l'attendait en jeep, lui est en jeep, oui, avec les bourreaux, ceux qui l'ont finalement achevé, récupéré, achevé. Alors il les a filés sous le nez, sans qu'ils le sachent, en attendant de voir une Jeep RAV4 passer, et un dispositif avait été pris au niveau du siège de la police nationale, ou les bureaux de John Numbi. Ce dispositif consistait en quoi? Les éléments de Christian Ngoyi Kenga Kenga, qui étaient là, armés, eux assuraient la sécurité de ce siège en étant armés. Tandis qu'il y avait des policiers non armés qui faisaient l'administration. Ces policiers répondaient, si vous voulez, devant leur chef, Paul Milangwe. Paul Milangwe, qui était le commandant, le responsable de la sécurité des personnes et des biens qui circulaient dans l'enceinte du bureau, si vous voulez, du général John Numbi, ou au niveau de ces sièges-là. Alors, mais à la guérite, c'est-à-dire à l'entrée, pour ouvrir la barrière, afin que le visiteur entre, ou pour faire passer les visiteurs qui garaient leur véhicule en dehors de l'enceinte, si vous voulez, de la clôture du siège de la police. Alors, les gens qui étaient à la guérite, les policiers qui étaient sous le commandement de Christian Ngoyi, se sont aperçus que Chebeya, en se présentant à la guérite à deux agents qui étaient sous commandement de Paul Milambwe, qui les ont enregistrés, qui l'ont même enregistré. Bon, moi, c'est Floribert Chebeya, je viens pour une rencontre avec le général, etc. On l'a enregistré. Alors, maintenant, ceux qui étaient armés là, les policiers qui étaient armés et qui répondent, si vous voulez, aux ordres de Christian Ngoyi Kenga Kenga, à l'arrivée, après avoir échappé à la tension de ceux qui lui avaient tendu le guet-apens au niveau des Sosimates et autres, Floribert Chebeya est arrivé à la guérite, a été enregistré dans le cahier des visiteurs, sur les registres des visiteurs, par les éléments qui obéissent, qui étaient sous commandement de Paul Milambwe, qui, eux, ne sont pas armés, puisque John Numbi avait pris des dispositions d'avoir au sein du siège de la police des policiers qui font l'administration, comme Paul Milambwe, et des policiers armés qui sont du bataillon Simba. Ce sont ces gens-là, lorsqu'ils ont constaté que Chebeya, que l'on recherche, que l'on attend de l'autre côté, par Christian Ngoyi Kenga Kenga, ont vite appelé leur patron, leur chef, leur commandant en chef, Christian Ngoyi, qui leur a intimé l'ordre de pouvoir le bloquer Chebeya à la guérite, que lui revenait vite. C'est comme ça que Christian Ngoyi Kenga Kenga a vite replié, s'est vite replié jusqu'à la guérite du siège de la police nationale, récupérer Chebeya, entrer avec Chebeya ce soir-là et l'installer dans le bureau de Paul Milambwe, tout en disant Paul Milambwe, mais écoutez, c'est l'hôte du général, c'est le visiteur du général, le général va revenir pour qu'il fasse une séance de travail. Alors, mais ça, il le disait en Swahili. Ils avaient oublié que Chebeya, ils ne savaient pas que Chebeya parlait Swahili. Swahili. Christian Ngoyi est monté, certainement rencontré Daniel Mukalayi, pour lui dire, bon, la personne, je l'ai avec moi, etc. Et voilà, je ne sais pas concrètement ce qu'ils se sont dit. Et quelques minutes après, Christian Ngoyi est venu récupérer Chebeya dans le bureau de Paul Milambwe.
Mais dans l'entretemps, pendant que Christian Ngoyi était allé voir Daniel Mukalayi, Chebeya a vite fait de dire à Paul Milambwe, non, moi c'est Floribert Chebeya. Vous avez parlé en Swahili, je comprends Swahili, j'ai rendez-vous avec le général John Numbi. C'est comme ça que Paul Milambwe a dit, ah bon, hein, c'est monsieur des droits de l'homme, de la voix de sans voix, c'est l'huissier, etc. Bon, finalement, Chebeya est récupéré par Christian Ngoyi et ils ont disparu dans les locaux. Mais quelques temps après, bon, d'après le témoignage de Paul Milambwe, il a vu dans ses caméras, dans ses écrans de caméras de surveillance, que quelque chose d'anormal s'est passé. C'est comme ça qu'il est allé vite vérifier vers le coin d'où parvenait cet incident. Il a dû constater malheureusement qu'on était en train d'achever Floribert Chebeya par Christian Ngoyi Kenga et à pas moins de 8 personnes qui s'affairaient autour de lui en voulant l'étouffer avec des sachets vivants et des scotch. Et alors... Ça c'est le témoignage de Paul Milambwe. Le témoignage de Paul Milambwe que nous avons, nous, c'est-à-dire les activistes des droits de l'homme congolais, avec l'appui de leurs partenaires internationaux, nous avons pu recueillir comme éléments, enfin, de détails près. Et pendant ce où était Bazana? Bazana, on l'avait déjà achevé. Il est mort avant. Avant, oui. Puisqu'on l'a récupéré de la voiture où il s'est trouvé, en dehors de la parcelle. On l'a récupéré puisqu'il faisait déjà sombre. Oui. Et les mamans qui font de petits champs tout autour, aux environs, entre le siège de la police nationale et le palais du peuple, quelque chose comme ça. Si vous voyez encore, hein, ce n'est pas tellement loin. Les mamans ont vu qu'il y avait un monsieur qui se battait contre les policiers, c'est-à-dire Bazana avait résisté pour dire non, avant que je me déplace pour rentrer là-bas, je ne vais pas vous laisser la voiture seule. Il faut que mon patron, c'est-à-dire Chebeya, me fasse signe, comme ça j'entre. Alors, mais on l'a amené de force par ces malabars et ils sont allés l'achever. Au moment où Paul Milambwe, après le témoignage, voulait demander, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que c'est les visiteurs du chef, du patron, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, Christian Ngoyi Kenga a dit, non, mais écoute, mon ami, tais-toi, ferme ta gueule. L'ordre vient d'en haut, de très haut même, et tout celui qui s'oppose à ce que nous faisons va subir les mêmes sorts. Regardez là-bas, hein, les corps de Bazana, et que si Chebeya se serait même accoffé de membres de sa famille, on devrait aller être tué. Alors, voilà, et Milambwe, policier, avec deux policiers à la guérite, bon, sans armes, et ceux qui étaient armés, ce sont les gars, les policiers du bataillon Simba, vous comprenez. Il a pu choisir la solution de déguerpir, juste aller, c'est le matin qu'il comprend, qu'il apprendra que voilà, on a retrouvé, Chebeya est décédé, des choses comme ça, le lendemain. Voilà les circonstances dans lesquelles nos enquêtes ont abouti. Et voilà pourquoi même dans le film de Thierry Michel, vous verrez qu'il y a 2 feuilles manquantes sur les registres. Oui. Ces feuilles-là ont été déchirées après. Nous sommes inquiets puisque les 2 policiers qui n'étaient pas armés, qui ne sont pas du bataillon Simba, sont aujourd'hui disparus. Et beaucoup de gens, dans ces feuilletons, des tristes mémoires, ont disparu. Par exemple, le médecin légiste et tout. Donc, il y a quelque part une volonté politique de pouvoir effacer toute trace. Et ce qui a suivi après, c'est le tollé au niveau de l'opinion nationale et internationale. On a essayé de mettre en place un procès bidon pour, si vous voulez, tromper l'opinion. Et nous, on n'y croyait pas. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes sur un autre chapitre, celui du procès, sur base de la loi des compétences universelles, que
qui est inséré, incorporé dans l'arsenal juridique de la justice sénégalaise. Paul Mulambo au Sénégal, sa famille était menacée. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour sauver sa famille? Oui, c'est pour vous dire que nous travaillons, les militants travaillent sans faire beaucoup de bruit. Une fois que l'épouse de Paul Mulambo attaqué et avait échappé à l'enlèvement et même à un attentat, puisqu'il y a eu une balle qui avait été tirée, Dieu merci, ne l'avait pas atteint, alors qu'elle revenait du marché à Lubumbashi. Elle a été interpellée pratiquement par Jacques Mugabo. Jacques Mugabo est parmi les 3 fouillards. Puis parmi les 3 fouillards, il y a Jacques Mugabo du bataillon Simba, il y a Paul Milambwe de la police nationale, il y a également Christian Goïkenga. Alors, Jacques Milambwe apparaît, menace la femme de Paul Milambwe et quelqu'un l'attendait dans la voiture. Et c'est quelqu'un, c'est si vous voulez, un conseiller personnel, un conseiller de John Numbi, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses en ce moment-là. Nous avons observé les comportements et de Kabila, et de John Numbi, et de tous les là. Et on sait comment John Numbi lui-même a convoqué, si vous voulez, chez lui, l'épouse de Milambwe pour lui dire, si vous connaissez là où se trouverait votre mari, dites-lui vraiment de ne rien lâcher comme témoignage. Il y a beaucoup de détails. C'est-à-dire que John Numbi n'est plus du côté de Kabila. Non. C'est-à-dire que lorsqu'il avait été suspendu, puisque nous, défenseurs des droits de l'homme, nous les tenons comme responsables, si pas comme co-responsables de ce double assassinat, puisque cet assassinat s'est passé dans ces installations, dans les installations de la police nationale. Bon, écoutez, je ne sais pas, hein, je ne suis pas en contact avec lui. Bon, s'il veut. Mais le fait de voir la femme de Mulambo et de soutenir à ce que la femme de Mulambo... N'allons pas loin. La femme de Paul Mulambo est une victime. Oui. À titre personnel, elle a été attaquée et le gouvernement congolais n'a rien fait, puisque finalement, à cause de cette attaque, on a vu réapparaître un certain Jacques Mugabo et on a même vu que Christian Ngoyi, c'est la coule Kenga, douce, enfin, c'est la coule tranquillement, à Lubumbashi, un peu partout, mais nous savons par où ils sont passés tous ces gens-là, qui sont des auteurs matériels de ce double assassinat. Attendons les procès, puisque l'épouse de Paul Milambwe va donner les détails près. Là, je le dis en tant que Congolais, activiste de droits de l'homme, ça me fait mal de constater que notre pays est un pays où la vie humaine n'est plus sacrée, l'intégrité physique est violée à tout moment. C'est pour cela que je disais tout au début qu'il y a beaucoup de morts dans les placards du gouvernement congolais et dont les responsables sont à trouver au niveau de la haute hiérarchie. Puisqu'on ne comprendrait pas comment un chef qui se dit chef de l'État peut protéger, peut, si vous voulez, encourager l'impunité alors que les assassins, il les connaît, etc. C'est que quelque part, il est de mèche, il donne les ordres, il est complice pour nous. Ce comportement-là démontre qu'il est vraiment co-responsable au plus haut niveau de toutes ces souffrances, de toutes, si vous voulez, tous ces assassinats. On peut vous les citer et c'est bien documenté chez nous. Voilà un peu... bon, et voilà par exemple, je peux me rappeler encore que le chef de l'État, entre guillemets, Joseph Kabila, a menacé, a intimidé la famille de Paul Milambwe. Lorsque le premier témoignage de Paul Milambwe a été diffusé par France 24 et RFI, le chef de l'État a appelé la famille de Paul Milambwe pour leur dire
si vous avez un contact avec votre membre de famille, s'il vous plaît, dites-leur que le chef de l'État ne veut pas entendre de ces témoignages-là. En même temps, il donne l'ordre à Mende. Mende, prenez la famille de Paul Milamboué, faites quelque chose à la télévision. C'est ce que nous avons tous suivi sur la RTNC. Une famille, des gens qui se disent de la famille de Paul Milamboué, qui ont dit que tout ce qui s'est passé sur RFI et sur France 24 ne ressemble pas à Paul Milamboué, c'était du montage. Alors, nous avons instruit, je dis bien nous avons instruit tous les activistes de droits de l'homme de suivre cette histoire de près. Et à partir de ce moment-là, nous leur avons dit, les gens du pouvoir, si un seul cheveu de membre de la famille de Paul Milamboué parvenait à se perdre, si quelque chose arrivait à ces membres-là de la famille, nous vous tenons pour responsables. J'ai eu à plusieurs reprises à rencontrer les autorités soi-disant congolaises et dernièrement au sommet de Afrique, États-Unis, je l'ai dit à Mende. Je l'ai dit à Mende, bon, voilà, ton scénario là, hein, ta mise en scène là, avec la famille Milamboué, c'est fini tout ça. Et ils iront à la CPI. C'est fini, c'est-à-dire que vous êtes responsable. La justice va, d'une façon ou d'une autre, vous rattraper. Qu'est-ce qu'il a dit? Et bon, il a dit, mais vous faites votre travail en tant que défenseur des droits de l'homme. Moi, je fais le mien en tant que porte-parole du gouvernement. Vous avez vos sources d'information. Nous avons aussi les nôtres, etc. Nous sommes un État. Mais de toutes les façons, cette histoire de Chebeya, l'affaire Chebeya, ce n'est plus tellement mon problème. Je laisse à la justice, etc., à vous de faire votre travail. Il n'en parlera jamais, tout comme l'affaire pour laquelle il m'avait attaqué, l'affaire Mukungubila, etc. Voilà un peu, de façon ramassée, comment on a tué Chebeya et Bazana, comment on les a assassinés, comment on a mis un procès trompeil pour pouvoir, disons, rouler l'opinion et passer sous silence ces dossiers, et comment aujourd'hui, soyez sûrs que toutes les justices pénales internationales sont derrière les veuves, les orphelins, défendent, si vous voulez, la cause qui est la nôtre, celle de porter cette histoire, cette affaire, ce triste assassinat de nos compatriotes par ceux qui sont censés protéger les personnes et leurs biens. Et leurs biens. Alors voilà pourquoi on peut aller à gauche, à droite. Cette histoire de Chebeya pourra être un jour, pourra rattraper tout ces mondes-là qui a trempé, qui a comploté pour leur perte. Voilà. Mende a dit quoi à propos de Mukungubila? Bon, vous savez, quand nous avons sorti un rapport après le massacre des populations civiles, surtout des membres de l'église de Mukungubila, le 30 décembre 2013, alors que ces personnes, ces jeunes gens que l'on a vus à la RTNC et qui se sont infiltrés à la RTNC en petits groupes, moyennant un certain matin, en remettant un peu d'argent aux policiers qui étaient là, et ces jeunes gens avaient trompé la vigilance, si vous voulez, des policiers ou des gens qui étaient là, je crois des militaires qui étaient là, à la guérite de la RTNC, et pour dire nous allons donner un message de tristesse, voilà un peu d'argent comme vous le savez. On les a laissés entrer par petits groupes. Alors un grand groupe était resté aux alentours. Et arrivé là-bas, ils ont carrément menacé, sans armes, sans quoi, ils ont dit non, arrêtez, nous voulons faire passer un message. Pendant que l'émission le panier, ou enfin, une émission qu'on appelle le panier passé. C'est comme ça qu'on a arrêté, si vous voulez, l'image, mais les régisseurs ou quoi gardaient le son, ça passait. Aussitôt après, on a compris, lorsque ces jeunes gens voulaient dire nous voulons passer le message de Mukungubila, on a compris quelque part, et puis le gouvernement a réagi de la sorte que vous connaissez, ils ont carrément zigouillé les gens qui étaient tout autour,
même de simples passants, tués. Et nous avons été alertés presque 5-10 minutes après, et nous avons mis notre système d'alerte en marche pour recueillir toutes les informations possibles. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé? Mukungubila avait sorti une lettre, sa deuxième lettre, qui a fait mal au régime. Oui. Bon, alors 2 jeunes gens qui distribuaient cette lettre à Lubumbashi ont été arrêtés, malmenés, torturés à mort. Et un de leurs parents, Madame Kyungu, a été assassiné le 29 décembre. Pendant que les fidèles, les disciples de Mukungubila se réunissaient à différents endroits pour pouvoir fêter la fin de l'année et glorifier l'année nouvelle qui allait commencer dans l'espace de 48 heures. Bon, et en ce moment-là, la nouvelle a circulé. On a arrêté nos co-religionnaires, on les a torturés, et mort s'en est suivi. Les jeunes se sont passé le message. Kinshasa a été alerté, et un peu partout où il y a les disciples de Mukungubila. C'est comme ça que le matin, très tôt matin, ils se sont arrangés pour aller manifester sur des sites importants et qui pouvaient frapper l'opinion nationale et internationale. C'est comme ça que tout s'est enchaîné. Ah oui, et après, il y a eu la répression vraiment mortelle qui s'en est suivie à Lubumbashi, dans les lieux de culte qui sont des maisons, si vous voulez, que le pasteur Mukungubila avait mis à disposition de ses fidèles. C'est toutes les photos que vous avez vues, de vraies photos, carnage, et Mende lui-même a dit qu'il y a eu seulement 103 morts parmi ou seulement, comme si la mort habituelle, etc. Alors voilà pourquoi nous disons que l'État congolais a recouru à une méthode qui s'apparente à un terrorisme. Mais quand c'est l'État, on dit c'est le terrorisme d'État, et là c'est le comble, là c'est la démission, là c'est pratiquement un État qui ne veille pas aux personnes et aux biens. Voilà pourquoi nous sommes tombés très bas en matière de respect des droits de l'homme. On peut tout dire, hein, comme je venais de suivre un élément de l'ambassadeur, les représentants du régime à Bruxelles. Non, on ne vend pas la mauvaise image du pays, mais ce sont, si vous voulez, ceux qui sont censés gérer le pays, qui, à travers leurs actes de violation des droits de l'homme, chaque jour, en complicité avec les agresseurs du pays, à l'est du pays, là-bas, c'est mort d'homme chaque jour. Et dans la partie qui est contrôlée par Kinshasa, il y a des assassinats ciblés tout le temps. Et enfin, en allant à Washington et en donnant l'ordre aux gardes, hein, du fameux chef, de tabasser les Congolais au vieux de tout le monde. Et qui vend la mauvaise image du pays. Mais ce sont eux qui sont au gouvernement. On a crié l'opinion a dit mais ce n'est pas possible. Si de tels actes se passent à Washington, mais alors à Kinshasa, c'est plus que ça. Ah, attendez, merci, je n'ai pas terminé. Merci, je n'ai pas terminé. Ceux qui vendent la mauvaise image, ce sont ceux-là qui vous invitent dans un bureau de l'État et vous tuent comme ils ont tué Chebeya et Bazana. Je peux citer beaucoup d'autres cas où pratiquement des assassinats ciblés font légion, etc. Voilà. Pour répondre un peu à cette propagande mensongère qui est dépitée sur la place publique par le tenant, le flagronneur, passez-moi les mots, hein, du régime en place. Donc, la bonne image ne peut venir que lorsque vous respectez la personne et le bien, vous respectez les valeurs de dignité, vous respectez le droit de l'homme. Et cette image de la RDC pourra alors s'améliorer. Par contre, le peuple qui sont au courant, le peuple des autres pays qui sont au courant de ce qui se passe comme tragédie dans notre pays, sont sympathisants et regrettent que de telles choses puissent se passer dans un pays comme la RDC. Donc c'est faux de dire que les gens qui combattent le régime à l'extérieur vendent la mauvaise image
de la République démocratique du Congo. Ok, merci, merci, merci. Nos frères du Kasaï disent Soyaka et Boutoko, Bakai Mania. Aujourd'hui, nous avons connu, nous avons quand même découvert la vraie version de la mort de Tchebeya. En tout cas, ça fait très mal, ça fait vraiment mal. La Bible déclare, toi qui pilles, quand tu auras fini de piller, on te pillera. Toi qui ravages, quand tu auras fini de ravager, on te ravagera. Il y a un temps pour chaque chose, mais c'est Kadambé, tu es au soir de ta vie. Et sache que, quels que soient les milliards que tu as reçus, aujourd'hui, alors, aujourd'hui en Afrique du Sud, avant d'aborder le dernier sujet qui est la révision de la Constitution, vous qui êtes le père spirituel de Malo Malo, vous qui l'avez formé, et si Kanambe est ce qu'il est, tout ce qu'il fait, c'est à cause de ce monsieur Malo Malo, votre disciple. Alors, on va en parler. Vous êtes ici en Afrique du Sud, il se passe pas mal de choses ici. On a tué l'opposant de Kagame, et les combattants, nous tous n'en parlons même pas, on a été victimes. Nous avons vu les policiers venir nous ramasser comme des chiens, plus de 200 combattants en prison. Moi, on ne peut même pas en parler, plus de 3 fois en prison. Et pas plus tard que hier, les militants du mouvement appelé Congo d'abord ont été agressés. Comment ils ont été agressés? Parce qu'ils ont dit tout haut ce que Claude Machala faisait tout bas. Et Claude Machala m'a fait même un appel pour me menacer de mort, pour me dire qu'il connaît Johannesburg. Il a été en Afrique du Sud, il a vécu en Afrique du Sud. Et j'en aurai pour mon compte. Et pas même une semaine, les 2 militants du mouvement Congo d'abord ont été agressés. Et alors, vous êtes aujourd'hui en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Vous avez été en prison voir Étienne Kabila. Juste un mot là-dessus, à propos de leur procès et à propos de tout ce qu'on est en train. Donc, nous sommes victimes ici, en Afrique du Sud. Oui, nous essayons, nous, défenseurs des droits de l'homme, avec nos organisations, la FIDH en tête, nous essayons de venir au secours des victimes que vous êtes, des victimes que sont les Congolais, qui exercent de leurs prérogatives, si vous voulez, de leurs droits civils et politiques, pour dire non à la mégestion du pays. Cela, la Constitution leur permet de s'exprimer, de prendre part, mais malheureusement, ceux qui dirigent le pays au pays n'entendent pas cela de cette façon et ils recourent à la violence, aux assassinats, aux violations massives des droits de l'homme. Alors nous, étant au courant maintenant de tout ce qui se passe au pays, nous avons décidé d'ouvrir un bureau ici pour essayer d'apporter la... que ce bureau va beaucoup aider pour que les victimes soient assistées, que vous êtes, et que tous ces dossiers soient efficacement traités par les autorités habilitées dans ce pays, puisque nous constatons également que l'Afrique du Sud devient un pays très important par le fait que les opposants au régime dictatoriaux qui s'y réfugient connaissent beaucoup de difficultés, comme vous l'avez dit, des menaces, des assassinats, des attentats. Et donc, nous sommes là, nous avons compris qu'il faut ouvrir un bureau ici. Et aider les organisations sud-africaines à faire du bon boulot pour l'émergence, si vous voulez, et de la culture de droits de l'homme, et également que les autorités fassent leur travail. Voilà pourquoi, dans les dossiers comme celui de Paul Joseph Mukungubila, nous savons ce qui se passe entre Kinshasa et Pretoria. Nous savons que les émissaires parmi des Congolais comme M. Bongeli,
qui est passé dernièrement, avec qui il traite maintenant pour essayer, par exemple, d'interférer dans les procès de 20 combattants, Étienne Kabila, etc. Mais alors, les menaces que vous avez reçues, s'il vous plaît, dès ce soir, on les enregistre à travers ma personne. Par formalité, vous allez nous écrire. Mais c'est déjà enregistré, l'opinion le sait. Et Claude Machala sera tenu, et tous ceux qui les soutiennent seront tenus pour responsables si quelque chose vous arrive. C'est pour prévenir. Et Claude Machala, s'il vous plaît, et tous les autres, nous savons comment vous vous déplacez. Et parfois, les gens qui défendent votre droit, ce sont les défenseurs des droits de l'homme. Qui, à chaque fois, les combattants, les résistants le savent. À chaque fois qu'ils veulent agir, on dit, mais écoutez, s'il vous plaît, ne tombez pas dans une violence qui puisse vous conduire à des situations difficiles. Demandez à Aubin Minakou, quand il vient, il rase les murs en Europe. Lorsqu'il n'a pas de protection, hein, des États qu'il visite. Demandez à Malou Malou qui rase les murs, qui ne peut même pas se promener. Ils savent. Voilà. Mais là où ils vont, mais ils sont parfois étonnés de voir que voilà, il y a de grands militants des droits de l'homme qui leur disent, mais la violence, c'est vous qui l'a provoquée, qui l'a fabriquée à Kinshasa même. Pourquoi vous avez tué Armand Toumoulou? Puisqu'il a pris une pierre pour exprimer son mécontentement par rapport à des choses comme ça. Ça ne se pardonne pas, ça ne s'oublie pas, etc. Voilà pourquoi nous prenons au sérieux la menace que vous venez de recevoir de la part de Claude Machala, et qu'il sache que le jour où il lui adviendra quelque chose, nous allons tout faire pour créer les circonstances atténuantes de ces bourreaux. Voilà, puisque vous ne pouvez pas menacer quelqu'un puisqu'il a fait son travail. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous avons compris que beaucoup de pays africains aux situations fermées où il y a la dictature, les opposants, les adversaires politiques sont malmenés à partir de l'Afrique du Sud. Nous sommes déjà en Afrique du Sud, nous allons aller dans les autres pays, nous serons à Dubaï, nous serons à Doha, nous serons un peu partout pour jeter les passerelles. Et ça, c'est acquis. C'est acquis déjà en Europe, en Amérique. Voilà pourquoi nous disons que pour le moment, nous, défenseurs des droits de l'homme, nous en avons marre, nous avons tous les rapports. Voilà pourquoi nous tâcherons d'être à côté de vous. Nous tâcherons de voir comment les choses peuvent se passer ici. Nous serons vos avocats, nous serons vos défenseurs, vous qui vous battez sans armes, sans quoi vous vous battez pour le bien de ce pays-là. Nous avons compris votre cri, nous avons les informations, et tant que nous pouvons, nous serons à vos côtés. Donc la FIDH est déjà en République sud-africaine. Ah oui, merci beaucoup à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. Je crois que nous approchons petit à petit à la fin de notre tranche avec l'activiste de droits de l'homme, M. Paul Sapou. Je crois qu'il faut lancer un message à ces gouvernements fantoches. Oui. Son rival, Pascal Bakolé, je ne lâcherai pas l'affaire. Je continuerai mon combat jusqu'à libérer mon pays. Quelles que soient les menaces, je suis là. Je sais que Dieu est avec moi. Si Dieu est dans mon camp, qui sera contre moi? Réunissez-vous tous les collabos. Vous ne mourrez pas. Je suis et j'y reste sans rival. Oui, la révision de la Constitution. Juste un mot là-dessus. Notre réalisateur derrière nous fait signe que nous avons moins de 5 minutes. La révision de la Constitution. Kanambe tient toujours à réviser la Constitution. S'il ne le fait pas, il va retarder les élections, c'est-à-dire il va confisquer les pouvoirs peut-être jusqu'en 2020, 2022, comme l'a dit un de ses pions. Nous avions notre caméra cachée et on l'a entendu. Et Kanambe fera 12 ans encore, 14 ans encore.
il va toujours se maintenir. Tout ce que vous pouvez faire, il a tué Tchébeya, il a fait ça, il a fait ça. Il est en train de manger à sa faim, boire à sa soif, il circule librement, il fait tout ce qu'il fait jusqu'à vieillir au pouvoir. Alors, mon frère de droits de l'homme, il va réviser la constitution. Burkina Faso ou pas, il le tient. Si il ne le fait pas, il changera de stratégie, ou soit les recensements qui va retarder les élections jusqu'aux années, je ne sais quand. Alors, quelles seront vos dispositions avec ton disciple Malou Malou? Bon, Malou Malou n'est pas mon disciple. Malou Malou, c'est quelqu'un, après avoir comploté quelque part, puisque nous ouvrons un dossier contre lui, comploté quelque part pour la faim, la mort, l'assassinat. Il a... Bon, écoutez, encore une révélation. Oui. Pourquoi? Puisque vous devez savoir ce soir que... Aucun moi. Nazaranga Libala, mais sans rivalité. Sans rival is the best. Sans rival is the best. Sans rival. Sans rival, émission Kitoko. Sans rival, we love you. Net belana kufa badika ko mi bomano ka suki sa rival ata sude mi bomano ka suki sa rival ata sude mi bomano ka suki sa rival. L'Est a pris langue avec Kinshasa, avec ceux qui sont là. Quand nous sommes venus au dialogue intercongolais ici, tout était déjà boutiqué. Et là, sur le plan des élections, Malou Malou était déjà choisi pour rouler la société civile avec la complicité de Louis Michel. Et pour faire semblant, Malou Malou a approché la Ligue des électeurs, qui est mon organisation, j'étais encore au Congo, pour nous piquer les éléments et faire bonne figure auprès des partenaires qui nous connaissent. Et le moment venu, on nous a carrément ignorés, écartés, et on a placé ces bonhommes-là, que je voyais venir à la Ligue des électeurs en sandales. Et puis, écoutez, j'analyse. La tête de la CENI. Et puis, non, je n'avais pas d'ambition, je fais l'éducation civique et électorale, il y avait des noms qui étaient cités, etc. Parmi... ces noms, il y avait aussi des tout à fait. Mais je n'ai jamais introduit une demande ou quoi à une institution, voulu postuler ou quoi, puisque je voyais que le minimum des conditions de liberté et de transparence pour ces élections de 2006 n'était pas réuni. C'était donner un chèque en blanc. Je me suis disputé avec William Swing à l'époque et tant d'autres représentants de la communauté internationale pour leur dire, s'il vous plaît, si vous voulez sauver ce pays, créons des conditions minimales de liberté et de transparence pour donner une chance à la RDC de pouvoir renouveler sa classe politique, ne fût-ce qu'à 10%. Ainsi, on peut donner les déclics, animer les déclics par une volonté politique ferme aux réformes, si vous voulez, dont ce pays a besoin. Malheureusement, on n'a pas été écouté, on a été menacé, on était obligé, si vous voulez, de partir jusqu'aujourd'hui, en 2005, à l'étranger, où nous exerçons maintenant d'autres activités et où nous suivons de près la situation de notre pays. Donc, Malou Malou n'a pas été mon disciple, il a été seulement un infiltré dans le mouvement de la société civile, dans le mouvement des organisations d'éducation civique électorale pour la besogne qu'il continue pour le moment. Ça, c'est Malou Malou. Alors, vous me dites, pour la révision... Permettez-moi une seconde de faire rire aux gens qui nous suivent en ce moment, oui, je crois que, parce qu'on n'a pas assez de minutes, l'activité des droits de l'homme est censée quand même défendre les gens, la population. Mais pour la première fois dans l'histoire, je vois un activiste des droits de l'homme qui prend la poudre d'escampette. Monsieur Paul Sapou a fouillé les Congo parce qu'on voulait les tuer. L'activité des droits de l'homme qui fouille lui-même d'abord l'activité. Alors, comment pour votre raison, nous autres, les restes, un activiste des droits de l'homme a fouillé. Non, non, ce n'est pas fuir. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Fuir, c'est une façon de dire. Lorsque tout était consommé, lorsqu'autour de moi, on a récupéré beaucoup, lorsque les signaux ont été avancés qu'on allait
m'éliminer, on m'a demandé de faire un repli stratégique. Vous voyez, ça, c'est la diplomatie du vocabulaire. Oui, mais changez un peu les mots. Oui, mais vous écoutez, dire fuir, vous dites repli stratégique. En se repliant stratégiquement, c'est fuir aussi, puisque personne ne peut donner, bomber la poitrine et se faire tuer. Aujourd'hui, nous regrettons tous, si Chebei avait été, enfin, il n'était pas mort, il allait dénoncer beaucoup de choses, etc. Mais on a repris, on continue le même travail. Aujourd'hui, ce qui se passe pour Paul Milambwe, les massacres Mukungubila, et tout ça, les massacres Bundu Congo, pourquoi ils ont peur, ça s'est cramponné au pouvoir? C'est puisqu'ils ont des dossiers sensibles, des violations des droits de l'homme. Moi, j'ai travaillé avec Scott, tant pour les violations des droits de l'homme qui se commettent à l'Est, que pour celles qui sont commises comme violations des droits de l'homme à l'Ouest, etc. Bon, n'est-ce pas vraiment avoir la chance d'avoir encore un ou deux ou trois défenseurs des droits de l'homme encore en vie? Mais au fait, j'ai vu l'opposition de l'époque. J'ai rencontré mon pauvre cardinal Etchaou, qui m'a dit, mais en tout cas, voilà ce qu'on va faire, etc. En Europe, etc. Donc on a continué jour et nuit. Les gens qui sont dans les couloirs de la mort, aussitôt que nous sommes au courant, on fait tout pour les tirer de là, etc. Bon, voilà ce que je fais. Aujourd'hui, les défenseurs des droits de l'homme qui sont là savent que, quelque part, on peut nous appuyer convenablement. Et puisque je devais rentrer lorsque on disait, on va, s'il vous plaît, faire une réforme, si vous voulez, du processus à l'époque, pour voir comment recentrer les péripéties, si vous voulez, les étapes des élections, mais pas avec Malu. J'attendais, on me dit non, on va te tuer, un point trait, mais attends s'il vous plaît, ça le cardinal me l'a dit, M. Tshisekedi me l'a dit, on te conserve, etc. Tu vas nous aider sur les questions des droits de l'homme. Donc ce n'est pas de mon fait, et on est là, et aujourd'hui nous sommes là, vous n'êtes pas content que vous êtes victime aujourd'hui et que moi et vous, nous formons un corps pour pouvoir lutter contre, militer contre ces gens que l'on envoie pour vous assassiner ici. Voilà, la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, bon, ce n'est pas une bonne révision dont les autres, que les autres veulent préparer, c'est tout simplement pour tailler encore des textes mal taillés au costume de leur... Oui, voilà, tout à fait, mais c'est difficile. Ce que vous ne savez pas est que le mouvement Burkina Faso est parti aussi de quelque part. À Washington, nous avons lancé par ma voix, voilà, la FIDH lance une campagne qui va s'axer au niveau national, continental et international. My vote must count. Mon vote doit compter. Et si ma voix doit compter, mon vote doit compter dans des conditions de liberté, de transparence, avec des textes non pas taillés, manœuvrés pour reconduire les gens qui ont échoué. Les gens qui ne peuvent pas, constitutionnellement parlant, se rempiler encore. Voilà, c'est cette campagne qui connaît l'adhésion de presque toutes les sociétés civiles africaines. Donc nous étions au Burkina Faso, nous sommes au Congo, Brazzaville, nous sommes en RDC, nous sommes au Burundi, nous sommes en Ouganda, même si c'est fermé, nous serons partout où il y a 25 élections présidentielles entre cette année ici et 2017. Donc nous tenons à l'œil et nous allons aider, faire écho, soutenir, si vous voulez, les sociétés civiles, les mouvements qui combattent la pérennisation des dictatures dans les pays africains. Et moi qui vous parle en tant que secrétaire général de la FIDH, en charge, si vous voulez, de l'Afrique subsaharienne, j'en connais quelque chose, je ne peux pas vous mettre sur la place publique toutes les stratégies possibles. Voilà. Ah, je crois que prochainement, peut-être, on sera en Europe pour faire un deuxième volume avec l'activiste des droits de l'homme, M. Paul Sarko. Juste un dernier mot. Non, le dernier mot.
vous ne devez pas venir en Europe pour m'interviewer encore. Nous avons un bureau ici. Vous passerez à nos bureaux et moi-même je descendrai tout le temps. Un dernier mot, écoutez, nous avons le plaidoyer à marquer des points. Le cri du Congolais est un peu écouté et certains acteurs internationaux ont donné de la voix, comme les Américains. Le reste, c'est au peuple congolais. Le reste, c'est aux bons stratèges de la communauté congolaise de prendre cette opportunité et de ne pas la faire louper comme dispensation historique très importante qui pourra nous aider à réellement reconstruire notre dignité, à reconstruire notre pays. Donc c'est au peuple congolais que revient maintenant la balle, à qui revient la balle. Nous sommes derrière et mobilisons-nous, évitons les tribalismes, évitons les ismes négatifs qui font que ce pays continue à se trouver dans une situation inacceptable. Et nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière. Voilà pourquoi ne loupons pas cette occasion et vous avez avec vous vos compatriotes que nous sommes et les structures, elles sont nombreuses au niveau international qui peuvent faire quelque chose dans le sens d'aider le Congolais à se prendre en charge, à se libérer. Voilà. Ah oui, vraiment, je vous remercie. Vraiment, merci à vous tous aussi qui avez prêté attention à cette tranche avec mon invité Paul Sapou. Je crois que Hippolyte Kanambe, voulu ou pas, au Mata, au Kita, Dieu a déjà mis un point à votre réunion. Dieu vous a déjà vomi. Je crois que le peuple vous a aussi vomi. La voix du peuple, c'est la voix des dieux. Vos populi, vos Dei. Le 7 décembre, ce sera une grande journée pour le mouvement Congo d'abord, qui va effectuer sa sortie officielle. À cette occasion, nous invitons tout le monde, la presse étrangère, la presse de chez nous, tout le monde, soyez là. Nous invitons les activistes des droits de l'homme, nous invitons les églises, nous invitons tout le monde à la sortie officielle de ce mouvement Congo d'abord. Vraiment, veillez, soutenez ces mouvements par vos conseils, vos remarques, tout, et adhérez à ces mouvements. Vous qui êtes dans tous les coins du monde entier, je crois que bientôt là, le mouvement Congo d'abord sera implanté à Kinshasa, notre capitale, Mupaya, à Kokimisa, Mboka, Nabisoté. Alors, vraiment, pas trop de commentaires. Encore une fois, merci à Média Médina, merci à tous les combattants de partout dans le monde, merci à tous les Congolais de la diaspora, merci à vous tous, à la prochaine.